J'ai ciré mes chaussures jusqu'à ce qu'elles brillent comme un miroir, le cuir captant la lumière de la fenêtre de la chambre, juste pour que Margaret m'ait grondé pour m'avoir autant agité, son doux rire me taquinant à propos d'agir à nouveau comme un jeune homme. Cette pensée me faisait mal à la poitrine. Mais aujourd'hui, ce n'était pas une question de tristesse. Aujourd'hui, c'était le mariage de Rachel et j'étais déterminée à l'honorer comme Margaret l'aurait souhaité. J'ai rajusté ma cravate bleu marine, celle qu'elle avait choisie il y a des années, et j'ai enfilé le costume bleu marine profond qui, selon elle, me rendait toujours fringant. J'ai souri légèrement au miroir. Quelques rides supplémentaires autour des yeux, un peu plus d'argent au niveau des tempes, mais je pouvais presque l'entendre murmurer que j'avais l'air vif. C'était suffisant pour me pousser en avant. Le trajet en voiture jusqu'à la salle de réception était un flou de circulation et de musique à faible volume, mon esprit flottant quelque part entre la fierté et une étrange anticipation nerveuse. Margaret et moi avions rêvé de ce jour, de voir Rachel marcher dans l'allée en construisant sa propre vie. Nous avions rêvé d'une famille réunie, d'un amour épais dans l'air comme le parfum du pain fraîchement sorti du four. J'ai emporté ces rêves avec moi dans la grande salle, les serrant contre moi comme du verre fragile. À l'entrée, une table pliante était soigneusement installée avec des rangées d'étiquettes nominatives, chacune scintillant sous les lustres lumineux. J'ai souri poliment à la jeune femme qui les distribuait, son rouge à lèvres rouge vif, un contraste saisissant avec ses deux larges sourires. Non, demanda-t-elle joyeusement, tenant un presse-papier. Arthur est, dis-je d'une voix ferme. Elle feuilleta quelques étiquettes et en arracha une avec un peu de fioriture, la pressant dans ma main avec un clin d'œil, comme si nous partagions une blague privée. J'ai automatiquement baissé les yeux, m'attendant à le voir imprimé en lettres grasses, Arthur est, grand-père de la mariée. Qui paie pour tout. Pendant un instant, tout le bruit de la réception s'estompa. Les tintements de verre, les éclats de rire, la musique qui s'enflait des haut-parleurs, tout cela tomba dans un silence lourd et suffocant. Mes doigts se resserrèrent involontairement autour de l'étiquette. C'était sûrement une erreur, une blague cruelle, peut-être une pour laquelle quelqu'un s'excuserait rapidement, les joues rouges de honte. J'ai levé les yeux mais la fille à table s'était déjà détournée en distribuant d'autres étiquettes, son esprit ailleurs. Derrière moi, un petit groupe d'invités a ri. Je ne pouvais pas dire s'ils se moquaient de moi ou s'ils riaient simplement parce que c'était un mariage et que les mariages étaient censés être joyeux. Cela n'avait pas d'importance. Leur rire bourdonnait contre ma peau comme de l'électricité statique, aigu et irritant, remplissant mes oreilles et faisant battre mon cœur douloureusement contre mes côtes. Je restais figé, l'étiquette suspendue à ma main, alors que l'horrible vérité s'installait au plus profond de moi. Il ne me voyait pas comme le grand-père de Rachel, comme l'homme qui l'avait bercée pour l'endormir quand elle faisait ses dents, qui lui avait appris à faire du vélo dans le parc, qui s'était tenu là, les larmes coulant sur son visage, le jour où elle avait obtenu son diplôme universitaire. Il ne me voyait pas comme l'homme qui avait maintenu la cohésion de sa famille après la mort de Margaret, qui avait tranquillement assumé tous les fardeaux pour qu'il n'ait pas à le faire. Il me considérait comme un portefeuille, une relique nécessaire mais embarrassante, utile uniquement pour financer leurs rêves. Mon estomac se tordit, mais je me forçai à sourire poliment. J'ai épinglé l'étiquette sur ma poitrine avec des doigts qui tremblaient à peine. Pas ici, pas maintenant. Margaret n'aurait pas voulu de scène. Elle aurait voulu la grâce, la dignité, le calme. J'ai inspiré lentement, j'ai redressé mes épaules et je suis entré dans le hall de réception, comme si les mots sur ma poitrine ne me piquaient pas comme de l'acide. La pièce était magnifique, je devais l'admettre, des nappes blanches, de la porcelaine à bords dorés, des centres de table fleuris, si élaborés qu'ils avaient l'air d'appartenir à un palais. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin et des guirlandes lumineuses scintillaient le long des poutres du plafond. Rachel avait bien choisi. Elle avait l'air radieuse alors qu'elle se déplaçait de table en table, saluant les invités avec un large et éclatant sourire, sa main passée dans le bras de son nouveau mari. Je l'ai regardée de loin, mon cœur à la fois gonflé et brisé. En même temps, je pensais à nouveau à Margaret, à la façon dont elle aurait rayonné de fierté, à la façon dont elle aurait dit à tous ceux qui voulaient l'entendre que notre petite fille était devenue une si belle femme. Margaret aurait remarqué l'étiquette immédiatement. Elle aurait marché jusqu'à celui qui l'avait fait et lui aurait donné son avis de la manière ferme mais gracieuse qu'elle seule pouvait. Je pouvais presque entendre sa voix, féroce et protectrice.
Arthur n'est pas un vieil homme qui paie pour tout. Il est la raison pour laquelle vous êtes tous ici. Mais Margaret n'était plus là. J'étais seule. Je me suis assis sur une chaise près du fond de la pièce, loin des groupes d'invités bavardants. J'avais besoin d'un moment, juste un instant, pour me ressaisir. Les rires m'ont repris et cette fois j'ai capté des extraits, des blagues sur les poches profondes et les grands vieux sponsors. Ma poitrine se serra. J'ai agrippé les bords de la nappe, m'efforçant de rester calme. Ce n'était pas comme ça que ça était censé se passer. Margaret et moi avions bâti cette famille avec amour, avec des sacrifices. Personne n'a jamais vu, pensais-je bêtement, peut-être qu'ils comprenaient, qu'ils appréciaient ce que nous leur avions donné. Mais alors que j'étais assis là, l'étiquette nominative brûlant comme un tison sur mon costume, j'ai réalisé quelque chose qui était plus profond que n'importe quelle insulte n'aurait pu l'être. La famille que je pensais avoir bâtie n'existait pas, du moins pas comme Margaret et moi l'avions rêvé. Et cette prise de conscience, cette perte était plus lourde que le chagrin lui-même. J'ai essayé de l'effacer. J'ai épinglé l'étiquette fermement contre ma poitrine comme une armure, j'ai souri à quelques invités qui passaient comme si de rien n'était et j'ai fait comme si le goût amer dans ma bouche n'était que de la nervosité. Margaret disait que la dignité ne dépendait pas de la façon dont les gens vous traitaient, mais de la façon dont vous choisissiez de réagir. Je m'y accrochais maintenant, les jointures blanches, alors que je me déplaçais parmi les groupes de visages rieurs, de verres tintants et d'appareils photo clignotants. C'était le jour de Rachel après tout. Je ne le ternirais pas avec ma propre fierté blessée. Je ne leur donnerais pas cette satisfaction. Le quatuor à cordes s'est transformé en une valse entraînante. Alors que je me dirigeais vers le patio extérieur, l'air frais du soir promettant une brève évasion, je suis passé devant des serveurs équilibrant des plateaux de champagne et goût de derve, devant des groupes d'invités échangeant des histoires et portant un toast à l'heureux couple et pendant un instant éphémère, je me suis convaincu que peut-être j'exagérais. Peut-être s'agissait-il d'une plaisanterie mal conçue, et non d'une méchanceté. Peut-être que Margaret me dirait de laisser tomber, de me concentrer sur une vision plus large. Mais ensuite je l'ai entendu, mon nom, la voix de mon propre fils, claire comme du cristal, transperçant l'air chaud de la nuit. Il est essentiellement le portefeuille de la famille, de Rurik, dit en riant. Je me suis arrêté net, les pieds ancrés au sol derrière une rangée de fougères en pot juste devant les porte-fenêtres. Je ne pouvais pas les voir, mais je pouvais les entendre. Chaque mot imprudent débordait d'une sorte de cruauté désinvolte qui ne prenait même pas la peine de se cacher. Un tour de plus, la voix de grand-père Serena résonnait aiguë et joyeuse, suivie d'un chœur de rire de la part de leur cercle d'amis. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Ma gorge se serra. J'ai tendu la main, m'appuyant contre le mur de pierre brute. Soudain, ne sachant pas si mes jambes continueraient à me soutenir, j'ai fermé les yeux, essayant de repousser le troupeau, mais le son de leur rire m'a poursuivi comme un chien après une proie blessée. J'avais payé tout cet événement, non pas parce que quelqu'un l'exigeait, mais parce que je le voulais, parce que Margaret aurait voulu que Rachel ait le genre de mariage dont elle rêvait, sans dette, sans souci. J'avais signé les chèques sans hésitation, couvrant discrètement les coûts alors qu'ils faisaient gonfler la salle, les traiteurs, les compositions florales personnalisées, le bar ouvert. J'avais souri quand Derek et Serena avaient promis qu'ils contribueraient là où ils le pourraient. Bien que leur contribution ait été principalement des suggestions et des critiques. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que c'était un cadeau offert gratuitement, sans attente. Mais ce n'était pas un cadeau pour eux. C'était une ressource à épuiser. Une blague, un portefeuille d'imbécile. Mes doigts se sont serrés en un point, les ongles s'enfonçant dans ma paume jusqu'à ce que ça me fasse mal, m'enracinant dans l'instant. Je restais caché derrière les fougères, invisible, humilié, les écoutant passer à d'autres sujets, des projets de vacances, une promotion. Serena avait obtenu le nouveau bateau de Rurik, entièrement payé, sans aucun doute, par l'héritage qu'ils espéraient déjà recevoir un jour. À ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement ce soir. Ce n'était pas juste un badge nominatif ou une blague désinvolte. C'était des années de droit, des années à me voir non pas comme un homme, pas comme le père qui a élevé Derek, à travers des genoux écorchés, de mauvais bulletins scolaires et des cœurs brisés, mais pour y arriver, je me suis redressé, lissant lentement le devant de ma veste. L'air frais me mordait les joues,
mais je l'accueillais avec plaisir. Cela m'a clarifié l'esprit, cristallisant une décision qui planait depuis longtemps en arrière-plan, attendant que le bon moment surgisse. Ce soir, c'était ce moment. J'ai pensé à Margaret, aux nuits où nous étions assis côte à côte dans le lit, sa main chaude sur la mienne, alors qu'elle parlait de protéger la famille non seulement financièrement mais moralement, de garantir que notre héritage signifiait plus que de l'argent en banque, de l'amour étant quelque chose de gagné et non d'assumé. Elle avait vu cette possibilité bien avant moi. Peut-être qu'une partie d'elle a toujours su que le cœur de Roderick et Serena avait changé et que l'affection de Rachel devenait de plus en plus transactionnelle. Elle avait planté une protection dans son testament, un dernier filet pour m'attraper si jamais je tombais dans un déni trop profond pour m'échapper. J'ai glissé ma main dans la poche intérieure de ma veste et j'ai senti le bord net de la lettre plier, la lettre de Margaret qui y reposait. C'était quelque chose de lourd, plus lourd que n'importe quel traité bancaire ou document juridique que j'avais jamais signé. Ce soir, ce poids est passé d'un fardeau à une arme. Pas par vengeance, par nécessité. Je suis revenu dans le couloir, la tête haute, le dos droit, le rythme cardiaque régulier et résolu. J'ai trouvé un serveur de passage et j'ai sorti une coupe de champagne de son plateau. J'ai siroté lentement, laissant les bulles amères piquer ma langue autour de moi. La fête faisait rage. Rachel tournoyait au centre de la piste de danse, sa robe se déployant comme une friandise sucrée. Roderick et Serena portèrent un toast avec leurs amis, ignorant totalement que les fondements de leurs attentes étaient sur le point de s'effondrer sous eux. J'ai aperçu mon reflet dans l'un des miroirs dorés bordant la salle de réception, un homme digne vêtu d'un costume bleu marine élégant, aux cheveux argentés, aux yeux soigneusement peignés, plus clairs maintenant qu'il ne l'avait été depuis des années. Il pouvait rire autant qu'il voulait, il pouvait m'appeler un portefeuille, un vieil homme, une relique. Mais ce soir, ils apprendraient, ils se souviendraient. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, j'ai senti Margaret à mes côtés, non pas comme un souvenir mais comme une présence, forte et inflexible, son dernier cadeau attendant d'être déballé. J'ai légèrement levé mon verre vers mon reflet et j'ai fait un petit signe de tête. Une promesse silencieuse murmurée entre moi et la femme qui ne m'avait jamais laissé faiblir, ce soir, les contes commenceraient. Ce n'est qu'après les funérailles de Margaret, par un après-midi calme et couvert, alors que le monde semblait décoloré, que j'ai appris jusqu'où elle était allée pour me protéger. Ellie Franklin, son avocat de longue date et un vieil ami à nous, m'avait invité dans son bureau sous prétexte de finaliser des formalités administratives. Je me souviens d'être assis là, engourdi et mécanique, signant là où il montrait, hochant la tête là où il parlait. Mon esprit était à la dérive, cherchant toujours la main de Margaret dans l'obscurité qu'elle avait laissée derrière elle. Ce n'est que lorsque les formalités furent accomplies, lorsque la surface polie du chagrin fut décollée par l'expression inhabituellement sombre d'Ellie, qu'il fit glisser un petit dossier relié en cuir sur le bureau vers moi. Il y a quelque chose que Margaret voulait que tu aies, dit-il doucement. Pas pour l'instant, mais quand cela sera nécessaire. Je me souviens de la façon dont mes doigts hésitaient sur le dossier. Cela semblait sacré d'une manière ou d'une autre, comme si le toucher romprait un sort. Je l'ai ouvert avec précaution, le papier à l'intérieur, lourd et épais, l'écriture de Margaret, indubitable, nette, délibérée, pleine du même gris qu'elle avait porté tout au long de sa vie. À l'intérieur se trouvait une lettre, une clause, une garantie, tout descendant qui humilierait ou manquerait de respect à Arthur serait immédiatement déshérité. Les mots me regardaient, simples et brutaux dans leur précision. Je les ai lus une, deux fois, une troisième fois, mon cœur battant plus fort à chaque passage. Margaret l'avait vu, n'est-ce pas? Les fissures que j'avais prétendues n'étaient que du stress, juste de la jeunesse, juste un malentendu. Elle avait reconnu ce que je refusais de nommer, cet amour donné gratuitement pouvait parfois se transformer en attente, en droit, en cruauté. Au bas de la page se trouvait une note, griffonnée à la hâte, presque après coup, mais les mots portaient tout le poids de son esprit. Arthur, s'ils t'aiment vraiment, ils ne déclencheront jamais cela. Si ce n'est pas le cas, vous devez vous protéger. Promets-moi que tu le feras. J'avais promis, assis là dans le bureau d'Ellie, le papier tremblant entre mes mains, j'avais juré silencieusement, à travers les dents serrées et les yeux embués, que j'honorerais sa dernière demande, que je ne laisserais pas le chagrin me rendre aveugle, que je ne les laisserais pas, s'ils choisissaient la cruauté, ternir tout ce que Margaret et moi avions construit pendant des années.
La lettre était restée cachée, rangée dans le coffre-fort de la maison, enfouie sous des couches de police d'assurance et d'actes de naissance, prenant la poussière, un gardien silencieux, une arme dont j'espérais ne jamais avoir besoin. Mais ce soir, alors que le champagne coulait à flots et que les rires à mes dépens déferlaient dans les couloirs comme une marée amère, j'ai su qu'il était temps. Le cadeau de Margaret n'était pas seulement une question d'argent, ce n'était même pas une question de punition. Il s'agissait de dignité, de la récupérer alors que ceux qui auraient dû l'honorer s'oubliaient eux-mêmes. Alors que la nuit se déroulait autour de moi. Je me suis éloignée de la foule et j'ai trouvé une petite crique faiblement éclairée près des toilettes. J'ai sorti la lettre pliée de ma poche et je l'ai lissée avec précaution, avec respect, même dans la pénombre. L'écriture de Margaret était ferme et claire, sa voix résonnait sur la page avec une force qui faisait honte à mon hésitation précédente. Je relis la clause, mot par mot, goûtant chaque syllabe comme un médicament amer. Puis je l'ai pliée et je l'ai remis dans ma veste. Ma décision n'était plus une question, c'était une certitude. J'ai aperçu Ellie à l'autre bout de la pièce, son costume sombre se mêlant à la foule d'invités bavards. Il se tenait près du bar en sirotant un soda. Toujours l'observateur silencieux. Lorsque nos regards se sont croisés, il m'a fait un petit signe de tête, juste assez pour me dire qu'il comprenait, juste assez pour me rappeler que je n'étais pas seule. Le réconfort de cela était plus profond que ce à quoi je m'attendais. Dans une salle pleine de gens qui avaient passé la soirée à rire à mes dépens, cela importait plus que je ne pourrais le dire de savoir que quelqu'un était toujours à mes côtés, que Margaret était toujours à mes côtés. À sa manière. Au fil de la soirée, le quatuor à cordes s'est transformé en une chanson pop entraînante, un clin d'œil aux plus jeunes invités et à la piste de danse remplie de corps se balançant maladroitement entre les générations. J'ai regardé Rachel tourner dans sa robe blanche, rire sur l'épaule de son mari, et pendant un instant, la vieille fierté s'est à nouveau levée. Sans y être invitée, elle était toujours ma petite fille. Quelque part en elle doit encore être la petite fille qui me tenait autrefois la main dans les rues animées, qui hurlait de rire lorsque je la poursuivais à travers les feuilles d'automne. Mais le souvenir d'elle riant ce soir se moquant de moi, aigri cet instant, l'a rendu cassant et aigu. Je ne pouvais pas sauver qui elle était. Je ne pouvais que répondre à qui elle avait choisi de devenir. Quand ils ont finalement appelé à porter un toast, je me suis dirigée lentement vers la tête. Mes pieds étaient lourds, mais mon cœur était plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois, voire des années. La lettre pliée brûlait comme un tison contre ma poitrine, me rappelant que ce moment n'était pas une question de colère. Il s'agissait de vérité. Je savais ce que Margaret voudrait, pas de vengeance mais de la clarté. Pas de haine mais de justice. Elle m'avait donné les mots. Il était maintenant temps de les parler. Au fur et à mesure que le microphone circulait, chaque orateur proposait les platitudes habituelles sur l'amour, sur le bonheur futur, sur le partenariat et la confiance. J'écoutais tranquillement, une main posée sur mon cœur, sentant la pression rassurante de la lettre de Margaret sous ma paume lorsque mon nom était appelé. Lorsque la foule s'est tournée vers moi avec attente, je me suis levée lentement de ma chaise, stable malgré le tremblement que je pouvais ressentir au plus profond de mes os. J'ai pris le micro avec un petit sourire, laissant mon regard parcourir la pièce, Derek et Serena, toujours rouges de rire, Rachel, des invités radieux et inconscients et bourdonnants de vin et de bonne humeur. Je me suis raclé la gorge, ma voix, basse et calme, avant de lever nos verres, j'ai dit, j'ai un dernier message. J'ai sorti la lettre de ma veste, la dépliant soigneusement avec des doigts qui ne tremblaient plus. Il était temps que le don caché de Margaret soit sur le point de tout changer. L'heure de l'apéritif bourdonnait avec le genre d'énergie que seuls les mariages et les bars ouverts pouvaient évoquer, une atmosphère lumineuse et mousseuse de rire, de verre tintant et de vantardise polie sur le travail, les vacances et sur les enfants qui réussissaient mieux que ceux qui. Je me déplaçais dans la foule comme un fantôme, souriant, serrant la main, posant pour des photos. Lorsqu'on me l'a demandé, les flashs de l'appareil photo ont capté les rides profondes autour de ma bouche et le gris de mes tempes, mais j'ai quand même souri, comme si j'étais inconscient des chuchotements, des blagues, de l'érosion lente et régulière du respect qui se produisait juste sous mon nez. Mais à l'intérieur, j'attendais avec la patience d'un homme qui avait construit sa vie, brique par brique, et qui avait compris que le timing était primordial. Je n'allais pas me mettre en colère, ni prendre d'assaut, ni faire une scène alimentée par l'émotion. Non. Margaret.
m'avait appris mieux. Quand vous aviez besoin de faire valoir un point, vous ne criez pas, vous leur avez fait ressentir la sensation suffisamment profondément pour qu'elle s'installe sous leur peau et y reste. Ma main n'arrêtait pas de frôler la lettre pliée à l'intérieur de ma veste, un réconfort silencieux. Son poids était ancré, un rappel de la raison pour laquelle j'étais ici ce soir, pourquoi je supporterais chaque sourire, chaque faux toast, chaque remerciement creux qui cachait le ricanement en dessous. Ce n'était plus une question de fierté. Il s'agissait de l'héritage de Margaret, des promesses que nous nous étions faites les uns aux autres et à nous-mêmes. J'ai accepté une autre coupe de champagne d'un serveur de passage, en hochant poliment la tête, et je l'ai sirotée sans vraiment la goûter. De l'autre côté de la salle de bal, un petit groupe s'était rassemblé près du dais surélevé où le toast serait porté. Rachel se tenait devant et au centre, sa robe blanche tombant en cascade autour d'elle comme un nuage. Elle riait de quelque chose que son nouveau mari, Thomas, lui avait murmuré à l'oreille. Cette vision aurait dû me remplir de joie, mais la piqûre des mots entendus auparavant palpitait encore comme un nouveau bleu lorsque Thomas tapota son verre avec une fourchette, attirant l'attention de la pièce. Le bourdonnement de la conversation se transforme en murmure puis en silence. Rachel rayonnait, les joues rouges d'excitation et peut-être d'un peu de champagne alors qu'elle se préparait à prononcer leur discours. Thomas parla le premier, d'une voix brillante, pleine de la confiance d'un jeune homme dont la vie ne faisait que commencer. Il a remercié ses parents, ses amis, les mariés. Puis il s'est retourné, me tendant dramatiquement la main, et, bien sûr, il a remercié tout particulièrement le généreux vieil homme qui a rendu tout cela possible. La foule a éclaté de rire, léger, bon enfant en surface, mais mêlé de quelque chose de plus méchant en dessous, de quelque chose d'irréfléchi et de coupant. Je l'ai ressenti comme une gifle froide sur le visage. Mes doigts se sont serrés autour du pied de la coupe de champagne et pendant une fraction de seconde j'ai pensé à la jeter à terre, juste pour l'entendre se briser, juste pour étouffer les rires. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai posé soigneusement le verre sur une table voisine, j'ai essuyé mes mains contre les côtés de ma veste et j'ai laissé mon expression rester calme, indifférente. Je pouvais sentir mon cœur battre dans mes oreilles, un battement de tambour régulier, me rappelant de rester stable, de rester ferme. La lettre pliée bougea légèrement à l'intérieur de ma veste, comme si Margaret elle-même me donnait un coup de coude, me rappelant de ne pas attendre encore, de faire en sorte que ça compte. De l'autre côté de la pièce, j'ai croisé le regard d'Ellie Franklin. Il se tenait avec un petit groupe d'invités, un club soda à la main, son expression illisible pour quiconque ne le connaissait pas bien, mais je l'ai vu, le léger plissement de ses yeux, le signe de tête presque imperceptible. Il était temps que Rachel et Thomas finissent de porter un toast, les verres tintants, et le DJ annonça que le dîner serait servi prochainement. Les invités commencèrent à dériver vers leur table, toujours bourdonnant de rire et de bavardage, inconscients du changement qui était sur le point d'ouvrir grand la soirée. Je me déplaçais lentement à travers la foule, chaque pas délibéré. Je m'arrêtais ici et là pour murmurer un mot gentil, pour serrer la main, pour remercier un invité d'être venu. De l'extérieur, j'ai dû tout regarder. Le fier grand-père, un homme digne et gracieux qui savoure l'aboutissement du travail de toute une vie. Mais à l'intérieur, je débarrassais la scène. Quand j'ai finalement atteint la table d'honneur, Rachel s'est tournée vers moi, son large sourire et son attente. « Grand-père », dit-elle en me tendant la main. Ce n'était pas drôle. Nous avons tellement de chance de vous avoir. Chanceux comme si j'étais un billet de loterie qu'ils avaient encaissé depuis longtemps. Je me suis penchée et je l'ai légèrement embrassée sur la joue, comme je le faisais quand elle était petite. Sa peau sentait la rose et le parfum coûteux, mais elle ne parvenait pas à couvrir le vide qui nous séparait désormais. Je me redressai et reculai, ajustant le revers de ma veste, mes doigts effleurant le bord de la lettre. Une fois de plus. Il n'y a eu aucune annonce, aucune fanfare. Je me suis simplement dirigé vers le microphone situé devant le dais, mes pas étaient lents mais inflexibles. Les bavardages dans la pièce ont commencé à s'apaiser à mesure que les gens me remarquaient. Quelques applaudissements épars, polis et confus, résonnèrent dans la salle. J'ai enroulé mes doigts autour du pied du microphone et j'ai regardé la mer de visages, membres de ma famille, d'amis, d'étrangers, certains souriants, d'autres indifférents, quelques-uns se remuant déjà inconfortablement dans leur siège, comme s'ils pouvaient sentir la tempête approcher. Avant de lever nos verres, dis-je d'une voix ferme, coupant à travers les murmures.
J'ai un dernier message. J'ai fouillé dans ma veste, j'en ai sorti la lettre et je l'ai soigneusement dépliée. La pièce retenait son souffle. Les mots de Margaret, écrits de sa main délicate et gracieuse, attendaient sur la page et j'étais prêt à les prononcer. Le poids du microphone dans ma main semblait plus lourd que dans mes souvenirs, ou peut-être était-ce simplement le poids du moment qui pesait sur mes épaules. J'ai lissé la lettre entre mes doigts une dernière fois, sentant les crêtes de l'écriture de Margaret sous mon toucher. La pièce était tombée dans un silence épais et inconfortable, du genre à faire bouger les gens sur leur siège et à se regarder nerveusement, se demandant s'ils n'avaient pas raté une file d'attente invisible. J'ai pris une lente inspiration, remplissant mes poumons du parfum du champagne, des pianos et des parfums coûteux. Puis j'ai commencé, avant de lever nos verres, j'ai dit ma voix coupant le silence. J'aimerais partager quelque chose de quelqu'un qui, même si elle n'est plus ici physiquement, reste ici en esprit. Une ondulation parcourut alors la foule, quelques doux murmures, quelques nœuds. Ils s'attendaient à un hommage touchant à Margaret, peut-être à quelques mots tendres qui les laisseraient les yeux embués et reconnaissants d'avoir été témoins d'un amour aussi durable. Combien ils en savaient peu. J'ai déplié la lettre lentement, délibérément, en donnant à l'instant le poids qu'il méritait. Le papier crépitait doucement tandis que je le lissais contre le podium, le son étant aigu et net, dans le calme. Ceci, dis-je en jetant un coup d'œil au scénario familier, est le dernier cadeau de Margaret, pas seulement pour moi mais pour vous tous. J'ai commencé à lire. Au début, les mots étaient simples. La gratitude de Margaret pour ceux qui avaient fait preuve de gentillesse, son espoir que la famille continuerait à honorer les valeurs qu'elle et moi avions essayé d'inculquer, l'amour, la loyauté, le respect. Les têtes hochèrent la tête, les visages s'adoucirent. Ils se penchèrent, bercés par la cadence familière d'un éloge funèbre. Et puis j'ai atteint le cœur du sujet, la partie que Margaret avait écrite, non pas avec sentiment mais avec acier, au cas où l'un de mes descendants humilierait ou manquerait de respect à Arthur et, j'ai lu, ma voix, ferme, inébranlable, ils seront immédiatement et définitivement déshérités, sans exception, sans appel. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée, se tordant, noircissant l'atmosphère. Un halètement collectif se répercuta dans la salle de bal, suivi d'un silence stupéfait et incrédule. Je les laissai là. Qu'ils ressentent tout le poids de ce qui avait été dit, de ce qui les attendait dans l'encre et dans la teinte pendant toutes ces années. J'ai levé les yeux de la lettre, laissant mon regard parcourir lentement la foule. Le visage de Dererik avait perdu toute couleur. Le sourire facile s'effaça comme s'il n'avait jamais existé. Sa main serrait si fort le dossier de sa chaise que ses jointures brillaient blanches à côté de lui. Serena toussa violemment dans son verre de champagne, se doublant presque alors qu'elle luttait pour se ressaisir. Rachel restait figée. Son sourire éclatant était toujours affiché maladroitement sur son visage, comme si elle n'avait pas encore complètement compris ce qui se passait. Bien, pensai-je sombrement. Laissez-le pénétrer. J'ai continué à lire, exposant les détails que Margaret avait si soigneusement élaborés. Il n'y aurait aucune échappatoire, aucun détail technique à contourner. Le manque de respect était clairement défini et l'humiliation publique comme ce qui s'était passé ce soir, ce qu'ils avaient fait avec une cruauté irréfléchie, en faisait carrément partie. Ellie Franklin s'avança de sa place près du bar, une épaisse enveloppe glissée sous le bras. Il s'éclaircit la gorge poliment, attirant tous les regards dans la pièce. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix professionnelle mais tranchante avec de l'acier. Mon bureau a été autorisé à appliquer cette clause immédiatement. La documentation sera remise aux parties concernées dans les prochains jours. » Il n'avait pas besoin d'en dire plus. L'implication était claire, Derek, Serena, Rachel, leur héritage, l'avenir qu'ils avaient si confortablement planifié, avait disparu. J'ai plié soigneusement la lettre de Margaret et je l'ai remise dans ma veste. Pendant un moment, je suis simplement resté là, laissant le silence s'étendre et s'approfondir jusqu'à ce qu'il devienne presque insupportable. Puis j'ai levé ma coupe de champagne, le geste lent et délibéré. À Margaret, dis-je d'une voix ferme. Puissions-nous honorer sa mémoire non pas avec de vaines paroles mais avec un véritable respect. J'ai pris une lente gorgée de mon verre, le champagne amer et étrangement satisfaisant sur ma langue. Dans la salle, quelques invités emboîtèrent le pas, hésitants, le visage las, confus. D'autres regardaient simplement, la bouche légèrement ouverte,
comme s'il ne savait pas si applaudir serait approprié ou si cela ne ferait qu'empirer les choses. Le mal était fait. La vérité avait été dite, le règlement des comptes était arrivé. J'ai remis le microphone sur son support avec un léger clic et je suis descendu du dais. Chacun de mes mouvements, mesurés, composés. Je ne me suis pas dépêché, je ne me suis pas réjoui. Je suis simplement retourné à ma table comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit, même si le monde autour de moi avait basculé sur son axe. Alors que je me déplaçais dans la mer de visages stupéfaits, j'ai aperçu des conversations chuchotées, des textes précipités et frénétiques rédigés sous les tables. De Rurik était déjà debout, le visage rouge, faisant des gestes extravagants vers Ellie. Serena avait l'air d'être sur le point de pleurer, son maquillage parfaitement appliqué craquant au coin de ses yeux. Rachel restait clouée sur place, pâle et tremblante, comme si un faux mouvement allait la briser en 1000 morceaux irréparables. Je me suis assis à ma table, j'ai ramassé ma serviette et je l'ai posée calmement sur mes genoux. Un serveur s'est approché avec un regard interrogateur et j'ai poliment hoché la tête pour que le dîner continue. En dehors de la salle de bal, le monde continuait. Des voitures passaient devant la ville, les lumières clignotaient, l'air portait les premiers soupçons d'une brise fraîche du soir. À l'intérieur, cependant, tout avait changé. Margaret s'en était assurée. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis un petit sourire privé. La justice, longtemps différée, était enfin arrivée, le silence ne se brisa pas d'un seul coup. Il se fracturait lentement, comme une couche de glace sous un poids trop lourd. D'abord quelques conversations murmurées, puis le grattement aigu d'une chaise repoussée, et enfin la vague croissante de confusion, de panique et d'incrédulité. J'étais assis à ma table, une île tranquille au milieu d'une tempête que j'avais délibérément déclenchée. Je l'ai regardé se dérouler, stable et posé, parce que Margaret me l'avait appris il y a longtemps, quand la vérité éclate enfin, on ne la fuit pas, on la laisse brûler. De Rurik fut le premier à bouger. Il se précipita vers Ellie, les poings serrés sur les côtés, le visage tordu en un masque d'indignation furieux, presque enfantin. Je pouvais l'entendre de l'autre côté de la pièce, sa voix, aiguë et désespérée, coupant le bourdonnement persistant de la maladresse. « Tu ne peux pas faire ça. » aboya-t-il en pointant un doigt sur la poitrine d'Ellie. « Tu penses qu'une lettre peut effacer le sang, effacer la famille ?» Ellie est restée calme, l'image même d'un professionnel insensible au théâtre. Il n'a pas bronché, il n'a pas discuté. Il sortit simplement un autre document de l'épaisse enveloppe, qu'il glissa sous son bras, et le tendit. « Vous pouvez demander à votre propre avocat de l'examiner. » dit doucement Ellie, sa voix à peine au-dessus d'un murmure de conversation. La clause a été dûment déposée, dûment attestée et liée explicitement au terme de la succession. La violation de ces dispositions entraîne la déshéritation automatique. Il n'y a rien à contester. De Rurik arracha le papier des mains d'Ellie, ses doigts tremblant légèrement alors qu'il parcourait les mots. À côté de lui, Serena lui serrait le bras, lui chuchotant frénétiquement à l'oreille, ses ongles manucurés s'enfonçant dans la manche de son costume. Son visage était devenu crayeux, son calme soigneusement construit s'effondrait à chaque respiration. Rachel n'avait pas bougé. Elle se tenait figée à la table d'honneur, son bouquet tombant dans ses mains, son nouveau mari regardant. Impuissant entre. Elle est le chaos grandissant. Ses yeux, écarquillés et vitreux, se sont fixés sur moi depuis l'autre côté de la pièce. Pendant un instant, j'ai vu la petite fille. C'était elle qui se glissait sur mes genoux et implorait une histoire de plus avant de se coucher. Mais le moment passa rapidement, remplacé par quelque chose de plus dur, de plus froid. Elle comprenait maintenant pleinement et douloureusement. Quelques invités avaient déjà commencé à s'éclipser tranquillement. Leurs visages sont un mélange de pitié et d'horreur. D'autres se tenaient maladroitement près de leur table, ne sachant pas s'ils devaient rester ou partir. Leur joie antérieure s'était transformée en quelque chose de cassant et d'aigre. Le quatuor à cordes, sentant le changement d'atmosphère, abandonna ses airs entraînants et se retira dans un coin, les instruments toujours à la main, regardant ailleurs que la scène qui se déroulait devant eux. J'ai bu mon eau calmement et j'ai attendu. Il n'a pas fallu longtemps à De Rurik pour pivoter vers moi, le visage taché de rage. Il traversa la pièce à grands pas, ignorant la traction désespérée de Serena sur son bras. « Vous pensez que cela fait de vous un héros ?»
sifflait-il en se penchant, la voix basse mais venimeuse. Tu penses que maman aurait voulu ça? J'ai rencontré son regard régulièrement, sans colère, sans jalonner, seulement la tristesse, je pense. J'ai dit tranquillement, ta mère aurait eu le cœur brisé bien avant ce soir. Il a reculé comme si je l'avais frappé un instant. Sa bouche fonctionnait sans bruit, luttant pour une réplique qui ne viendrait pas. En fin de compte, il s'est installé pour un reniflement dégoûté et s'est détourné, brusquement, épuisant les clients. Alors qu'il faisait la sortie, Serena s'est creusée après lui, des larmes coulant déjà sur ses joues, ne laissant que derrière le léger péché précis de l'amertume. Rachel est restée lentement, avec hésitation. Elle a croisé la pièce, sa robe de mariée, chuchotant contre le sol poli. Elle s'arrêta à quelques mètres, serrant le bouquet comme un bouclier. Grand-père, dit-elle, sa voix petite, craquant sur les bords. Je ne voulais pas dire, nous ne voulions pas dire, c'était juste une blague. Je l'ai regardée, la voyant clairement maintenant, pas l'enfant dont je me souvenais, pas la promesse brillante que j'ai bercée dans mes bras, mais la femme qu'elle avait choisie pour devenir droit, négligente, irrespectueuse. Je sais, dis-je doucement. C'est le problème. Sa lèvre trembla un instant. Il semblait qu'elle pouvait s'effondrer en larmes, pourrait mendier, pourrait s'excuser. D'une manière, cela signifiait quelque chose. Une partie de moi s'est même préparée, prête à l'attraper si elle atteignit la rédemption. Mais ça n'est pas venu. Elle se redressa à la place, clignotant rapidement, sa fierté, se raidissant la colonne vertébrale. J'espère que tu es heureuse, chuchota-t-elle, les mots plus accusation que les adieux. Je n'ai pas répondu. Il ne restait plus rien à dire. Elle se retourna et s'éloigna, le train de sa robe traînant derrière elle comme la queue d'une comète mourante. Le reste de la soirée s'est déroulé comme des funérailles lentes. Les invités ont choisi leur repas, la conversation est restée bas et prudente et l'énergie brillante et festive qui avait autrefois rempli la salle ne revenait jamais. Je suis restée jusqu'à la fin, en sirotant du café et en échangeant des mots calmes avec quelques-uns qui offraient une vraie gentillesse, celle qui n'avait pas ri, celle que Margaret avait toujours dit se révélerait quand cela importait. Quand je suis finalement montée pour partir, la salle était à moitié vide, des assiettes abandonnées et des lunettes de champagne à moitié dessinées jonchant les tables comme des restes d'une bataille que personne ne voulait admettre. Je me suis déplacée dans l'épave avec une dignité silencieuse, entrant dans l'air frais de nuit avec un cœur constant. Le conducteur a tiré la voiture autour et en m'installant sur le siège arrière, j'ai jeté un coup d'œil une fois par-dessus mon épaule à la salle de réception, ses fenêtres brillaient faiblement dans l'obscurité. Ce n'était pas ainsi que j'ai imaginé la fin du jour du mariage de Rachel, mais cela a fini comme il en avait besoin. La voix de Margaret était forte dans mon cœur, stable et sûre. La dignité compte, le respect de soi compte. L'amour sans respect n'est que la dépendance, pas la famille. Et alors que la voiture s'éloignait, j'ai réalisé autre chose, quelque chose de net, douloureux et étrangement libérateur. Ce soir n'était pas seulement les retombées. Ce soir était le début de la reconstruction, mais seulement avec ceux qui le méritaient. La maison était trop calme. À mon retour, le genre de calme qui s'est infiltré dans vos os et a fait que les murs se penchaient. Je pose mes clés sur la table du couloir. Le tintement de métal contre le métal serait beaucoup trop fort dans l'immobilité. Pendant un long moment, je me tenais simplement là, laissant le silence me laver, me ancrant après la tempête de la soirée à l'extérieur. La nuit s'est pressée contre les fenêtres, cool et sombre, et je me suis retrouvée à souhaiter, absurdement, que Margaret était assise là dans son fauteuil préféré, attendant avec une tasse de thé et l'un de ses sourires connaissants. Au lieu de cela, c'était juste moi. J'ai desserré ma cravate, haussé les épaules de la veste de la marine que Margaret avait tellement aimée et l'avait drapée soigneusement au dos d'une chaise. Mes pas étaient plus lourds qu'ils n'auraient dû, comme si je transportais plus que la fatigue d'un vieil homme qui avait trop vécu en une nuit. Je me suis promenée dans le salon, les meubles familiers se baignaient dans la douceur douce d'une seule lampe et coulèrent dans le canapé avec un soupir qui avait l'impression qu'il venait d'un endroit plus profond que mes poumons. Les événements de la nuit ont rejoué derrière mes paupières fermées, le nom, le rire, les visages stupéfaits alors que la lettre de Margaret a déchiré leurs droits comme un scalpel. Mais sous ces images se cachaient des souvenirs plus anciens, des souvenirs plus nets et plus corrosifs que j'avais ignorés trop longtemps. Ce n'était pas une mauvaise nuit.
Il ne s'agissait pas d'un toast de mariage ou d'une blague cruelle. Il s'agissait de la lente érosion qui se produisait depuis des années, des années. J'avais choisi de ne pas voir parce que la vérité faisait trop mal à affronter. Je me suis penchée en arrière et j'ai laissé les souvenirs venir. Je me suis souvenu de la première fois que Dererick avait demandé de l'argent, un petit prêt, pour l'aider, lui et Serena, à acheter leur première maison. Il avait alors été penaud, presque gêné. Je n'avais pas hésité. Margaret et moi étions fiers d'aider, fiers de voir nos enfants construire leur avenir. Nous avions écrit le chèque sans une seconde réflexion, riant. Plus tard sur le café de la façon dont nous étions en train de faire financer la prochaine génération. Mais cela avait été le début, pas l'exception. Les demandes avaient augmenté au fil des ans, passant des urgences rares aux obligations attendues, un autre prêt, cette fois pour les rénovations, puis aide à un acompte dans une maison de vacances, puis finançant les frais de scolarité privés de Rachel lorsque les bourses ne couvraient pas tout cela. Chaque fois qu'il y avait de la gratitude d'abord, puis des hypothèses, puis des droits. Les promesses de me rembourser ont finalement disparu dans des silences maladroits, puis dans un oubli pur et simple. Lors des dîners de vacances, Dererick parlerait de nouveaux investissements ou de voyages extravagants, jamais mentionnant une seule fois la dette qui persiste toujours entre nous comme des fantômes. Aucun de nous n'a reconnu. J'ai pensé à Serena, la façon dont elle a toujours fait un devoir de soupirer beaucoup chaque fois que j'avais besoin d'un rendez-vous chez un médecin ou d'aider à transporter l'épicerie. Elle était polie à ce sujet, mais il y avait un bord, un ressentiment qui a crépiré juste sous la surface. Pour elle, j'étais une obligation, un morceau de bagage indésirable attaché à la vie de son mari. Et Rachel, chère Bright Rachel, qui s'accrochait une fois à mes mains si étroitement en traversant les rues animées, qui m'ont une fois attiré des photos de crayon avec le meilleur grand-père avec un défilement fièrement à travers le sommet, était devenu froid et transactionnel. Après les funérailles de Margaret. Ces visites sont devenues plus courtes, ces appels plus rares, chaque conversation saupoudrée d'indices occasionnels sur les héritages, les futurs mariages, les maisons de démarrage. Cela n'avait pas été un moment qui m'a brisé le cœur ce soir. Cela avait été 1000 petits moments empilés les uns sur les autres jusqu'à ce que le poids devienne insupportable. J'ai porté une main sur mon visage, sentant la rugosité de ma mâchoire non rasée, les lignes profondes sculptées par des années de déception silencieuse. J'aurais dû le voir. Margaret l'avait vu. Elle avait été trop gentille pour me forcer à l'affronter pendant qu'elle était en vie, mais elle s'était également préparée à cela. Elle avait su que j'aurais besoin d'aide, voyant à quoi ressemblait vraiment le respect. Dans le coin du salon, les anciens albums photos étaient assis soigneusement sur une étagère. Je suis rose attirée par eux et en tire un gratuit, un livre lourd en cuir rempli d'années d'anniversaire, de vacances, de dimanches après-midi paresseux. J'ai traversé les pages, étudiant lentement les sourires gelés. Il y avait Derek en tant que garçon, rayonnant alors qu'il montrait son premier birgar fait maison. Serena éblouissant à leur mariage, ses yeux calculant déjà même à l'époque, si je regardais assez de près. Rachel se percha sur mes épaules au parc, ses cheveux s'en mêlèrent du vent, la bouche ouverte dans un cri de rire. Nous avions été heureux une fois, ou peut-être que j'avais simplement cru que nous l'étions. J'ai posé l'album et je me suis dirigée vers la cheminée où une photographie encadrée de Margaret et moi était assise dans un lieu d'honneur. Je l'ai ramassée soigneusement, traçant les lignes de son visage avec mon pouce. Elle avait l'air si vivante sur cette photo, si sûre d'elle-même, de moi. Je suis désolée d'avoir chuchoté dans la pièce vide. J'aurais dû le voir plus tôt. Mais je savais aussi qu'elle ne voudrait pas que je me noie dans le regret. Margaret avait construit cette lettre pour ne pas me punir mais pour me protéger, pour me donner la permission de tracer enfin une ligne, pour enfin exiger le respect que je n'aurais jamais dû demander. Ce soir n'était pas la fin. C'était le début. La famille que je pensais que j'avais peut-être s'effondrer, mais dans les ruines, il y avait encore la chance de construire quelque chose de mieux, quelque chose de réel, avec ceux qui ont choisi l'amour plutôt que la commodité, avec ceux qui sont restés. Je remets soigneusement la photo et me détourne des anciens souvenirs. Demain serait un nouveau jour et cette fois je ne prétendais pas que je ne leur ferais pas d'excuses. Le masque était désactivé maintenant et avec lui les chaînes que je n'avais même pas réalisées que je portais toujours. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Fatigué, oui, le cœur brisé, certainement, mais gratuit,
et c'était quelque chose que Margaret aurait compris mieux que quiconque. 2 jours se sont écoulés dans une brume de matins tranquilles et des après-midi encore plus calmes. Je me suis tenue occupée d'étager dans le jardin. Margaret aimait autrement trier les vieilles boîtes dans le grenier, faisant des promenades lentes dans le quartier où les feuilles avaient commencé à croustiser sur les bords avec les premiers indices de l'automne. Le monde à l'extérieur de ma porte s'est poursuivi comme si de rien ne s'était passé. Personne n'a frappé, personne n'a appelé Derek, Serena, Rachel. Silence de chacun d'eux, épais et délibéré. Je savais mieux que de m'attendre le contraire. Leur loyauté avait été un mince plaquage, l'on a facilement décollé au moment où les conséquences sont entrées dans la pièce. Pourtant, le silence a piqué d'une manière dont je n'étais pas fière. Je les avais élevés, je leur avais donné tout ce que je pouvais, et quand le masque a glissé, ce qui restait n'était pas l'amour, c'était l'abandon. J'étais assis sur le porche cet après-midi même en soignant une tasse de café tiède et en regardant une paire d'écureuils se disputer sur un gland, lorsque le bruit des pneus sur le gravier m'a tiré de mes pensées. Une berline bleue que je n'ai pas immédiatement reconnue tirait vers le trottoir. Pendant un bref moment stupide, mon cœur a sauté avec l'espoir que peut-être, l'un d'eux était venu s'excuser. Pour régler les choses, la porte du conducteur s'est ouverte et a dépassé Michael, mon petit-fils, le fils cadet de Dorerick. Il avait l'air nerveux debout près de la voiture, la main enfoncée profondément dans les poches de sa veste. Sa tête était légèrement inclinée, ses épaules tendues, comme s'il ne savait pas s'il serait le bienvenu pendant une seconde. Nous nous sommes juste regardés, le soleil de fin d'après-midi jetant de longues ombres sur la pelouse. Ensuite, je me suis levé de ma chaise, Michael a accordé ses épaules et a traversé l'allée dans des foulées rapides et déterminées. Quand il a atteint le bas des marches du porche, il s'est arrêté, levant son regard pour rencontrer le mien. Ses yeux, les yeux de Margaret que j'ai toujours pensé, étaient brillants, féroces et mouillés d'émotion. Il n'a pas pris la peine d'essayer de se cacher. « Grand-père » a-t-il dit sa voix, « je suis désolé. » Les mots m'ont frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais, simple, honnête, pas d'excuses, pas de justification. J'ai hoché la tête. Une fois et lui faisait signe de venir. Il a grimpé les marches et s'est tenu maladroitement près de la balustrade pendant un moment avant de faire signe à la chaise à côté du mien. Nous nous sommes assis en silence pour un battement, comme les hommes le font parfois lorsque les mots sont trop grands pour passer tout de suite par la porte. J'aurais dû dire quelque chose. Il avait finalement lâché, ses mains qui se relâchent nerveusement. Cette nuit-là, j'ai entendu ce que papa et Serena ont dit à propos de vous. J'ai entendu Rachel rire. J'aurais dû se lever. J'aurais dû. Il s'est cassé, secouant la tête, dégoûté de lui-même. Vous ne l'avez pas fait, dis-je tranquillement, sans jugement. Mais vous êtes ici maintenant. Michael me regarda, sa bouche tremblant les coins, et j'ai vu le garçon qu'il était, celui qui avait l'habitude de se faufiler dans mon atelier pour construire des ouvrages et des épées en bois maladroites, celle qui posait toujours des questions, a toujours voulu apprendre. Je suis resté silencieux trop longtemps, dit-il, la voix épaisse. Je pensais que ce n'était pas ma place. Je ne voulais pas provoquer un drame. Je ne voulais pas me mettre entre papa et toi. Mais après ce qu'ils ont fait, il secoua à nouveau la tête, ses poings se serrant à genoux. Je ne peux plus faire semblant. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé, la façon dont sa poitrine se soulevait avec la force de sa colère, la façon dont sa mâchoire s'étalait obstinément contre les larmes. Vous n'avez pas besoin de choisir des côtés, j'ai finalement dit, en choisissant soigneusement mes mots, mais vous devez choisir le genre d'homme que vous voulez être. Michael leva les yeux brusquement, ses yeux flamboyants. Je l'ai déjà fait. Il a dit, je te choisis. Le porche est devenu silencieux, à l'exception du ruisseau doux de la chaise à bascule sous moi. Pour la première fois depuis des jours, quelque chose dans ma poitrine, quelque chose de lourd et amer, desserré un peu. Je ne veux rien de toi, a ajouté Michael rapidement, comme si je peur de me maltraiter. Pas de l'argent, pas de l'héritage, rien. J'ai juste avalé dur. Je veux juste que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai laissé ces mots s'installer autour de moi, pas seul. Cela faisait si longtemps que personne ne les avait dit sans angle, sans un prix caché attaché.
J'ai étudié Michael, je l'ai vraiment étudié et j'ai vu l'homme qu'il devenait fort, farouchement fidèle, disposé à admettre quand il avait tort, disposé à se lever quand cela comptait, même s'il était trop tard pour changer le passé. Tu es un homme bon, Michael. Dis-je finalement, ma voix rugueuse. Votre grand-mère aurait été fière. Il cligna des yeux rapidement et fit un petit sourire tordu. Je l'espère. Nous nous sommes assis là un peu plus longtemps à parler de rien et de tout, de son travail, il a travaillé à temps partiel dans une librairie du centre-ville, de ses rêves de posséder son propre endroit un jour, quelque part chaud et accueillant où les gens pouvaient parcourir des livres et boire un bon café. Son visage s'est éclairé quand il en a parlé, ses mains esquissant l'air avec un enthousiasme sauvage, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose de inconnu dans la vie en moi. Espérance, vrai espoir, pas dans le passé, pas dans ce qui a été perdu, mais dans ce qui pourrait encore être construit. Avant de partir ce soir-là, Michael hésita par les marches du porche, me regardant avec un mélange de fierté et d'incertitude. « Grand-père, a-t-il dit, quoi qu'il arrive avec papa et les autres, je suis toujours avec toi. » J'ai hoché la tête, la bosse dans ma gorge trop grande pour parler après, et je l'ai regardé grimper dans sa voiture et s'éloigner, des feux arrière brillant en rouge contre le crépuscule rampant. Lorsque la rue était à nouveau vide, je me suis penché en arrière sur ma chaise, le vieux bois gémissant doucement sous moi et je me laisse respirer. Margaret avait raison. Tout au long. Elle avait su que l'amour, le véritable amour, se révélerait. Lorsque la tempête est arrivée, il était facile de s'accrocher à ce qui était familier, aux anciens liens du sang et du devoir. Mais quand les masques sont tombés, lorsque la façade scintillante s'est craquée, ce qui comptait le plus n'était pas qui partageait votre nom, c'est qui s'est présenté. Et ce soir, Michael s'était montré, pas pour l'héritage, pas pour l'image pour moi, pour l'homme que j'étais, pour l'homme que Margaret avait aimé, pour la famille, le vrai genre, et cela a fait toute la différence. Les semaines qui ont suivi ont été plus silencieuses que toutes les personnes que j'ai jamais connues. D'abord. Le silence hocha la tête, un rappel constant des fractures que j'avais sculptées dans la famille que je croyais autrefois incassables. Je m'attendais à ce que Rachel aggrave à ma porte, Derek envoie des emails furieux, Serena pour lancer une campagne de médias sociaux me peignant en tant que méchant, mais rien de tout cela n'est venu. Au lieu de cela, il n'y avait qu'un vaste vide lourd où l'obligation et le ressentiment vivaient. Et dans ce vide, quelque chose d'inattendu a commencé à grandir, la paix. Cela n'est pas venu en même temps et cela n'a certainement pas été facile. Il y avait des nuits où je me suis éveillée en regardant le plafond, demandant pardon à Margaret, me demandant si j'avais fait la bonne chose. Mais alors je me souviendrai du rire, les blagues chuchotaient derrière mon dos, la façon dont ils avaient tordu quelque chose de pur en quelque chose de petit. Margaret l'avait vu clairement. Maintenant, enfin, Rachel a tendu la main une fois, environ un mois après le mariage, une courte messagerie vocale coupée. Je pense que nous devrions parler. Pas d'excuses, aucune reconnaissance de ce qui s'était passé, juste une attente que je ramasse les pièces et que je prétends que rien n'avait cassé. Je n'ai pas retourné l'appel. Je ne pouvais pas. Certaines portes autrefois fermées n'étaient pas censées être rouvertes, du moins pas sans le poids du vrai repentir derrière le cou. Derek et Serena étaient moins subtils. Une lettre de leur avocat est arrivée peu de temps après, remplie de jargon juridique, des menaces de contester le testament, des accusations de manipulation et de l'incompétence mentale. Ellie l'a manipulé sans cligner des yeux. Il m'a appelé après l'avoir lu, sa voix sèche d'amusement. Ils n'ont pas de jambes sur laquelle se tenir, Arthur, m'a-t-il assuré. La langue de Margaret était en train de repasser. Laissez-les crier dans le vide s'ils le souhaitent. Je l'ai remercié et j'ai raccroché en se sentant plus léger que je ne l'avais fait depuis des années. Leur menace était du bruit, désormais impuissante contre la fondation que Margaret avait construite avec une prévoyance aussi prudente et aimante. Il aurait été facile de se retirer complètement, de me classer derrière l'amertume et le regret. Mais Margaret n'aurait pas voulu ça. Elle avait vécu sa vie avec ses bras grands ouverts à l'amour, à la beauté, à la possibilité. Elle aurait voulu que je fasse de même et donc lentement j'ai recommencé à vivre. Cela a commencé avec Michael. Ses visites sont devenues régulières tous les samedis après-midi sans faute. Parfois, il apportait un livre qu'il pensait aimer,
parfois un sac d'épicerie, parfois juste lui-même et une volonté de s'asseoir tranquillement sur le porche en regardant le monde passer. Il a parlé de ses rêves, du café et de la librairie qu'il voulait ouvrir un jour. Un après-midi froid, alors que nous sirotions du café noir sur le porche, je l'ai surpris en regardant avec nostalgie la vitrine vide du centre-ville, un petit bâtiment confortable avec un panneau à vendre accroché dans la fenêtre poussiéreuse. Tu devrais le faire, dis-je, surprenant même moi-même, avec la certitude dans ma voix. Michael a ri, un son doux et incrédule. Oui, j'aurais besoin de plus d'argent que je ne fais en un an juste pour la compte. Je l'ai regardé pendant un long moment, pesant le garçon contre lequel il avait été, l'homme qu'il devenait. Tu n'es pas ton père, dis-je tranquillement. Vous ne prenez pas sans donner. Vous ne demandez pas sans gratitude. Vous avez gagné plus que vous ne le savez. Il fronça les sourcils, confus. Grand-père, je ne demande pas, je sais que tu ne le fais pas, j'ai interrompu doucement. C'est pourquoi je veux aider, et donc, avec une partie de l'héritage Margaret et j'avais une fois réservé à un autre type d'avenir, j'ai aidé Michael à acheter cette petite boutique. Nous avons signé les papiers ensemble, debout sous l'auvent fané tandis que le vent d'automne tira sur nos vestes. Les mains de Michael tremblaient alors qu'il tenait les clés pour la première fois. Nous l'avons appelé Books et Bruce en l'honneur de Margaret, ces deux choses préférées combinées sous un même toit, histoire et café fort. Le jour où nous nous sommes ouverts, la lumière du soleil a coulé à travers les fenêtres fraîchement nettoyées, éclairant des rangées de bibliothèques et la machine à expresso étincelante nichée derrière le comptoir. La photo de Margaret était suspendue près de l'entrée. Pas sombre ou formelle, mais candide, riant, une conversation à mi-con, la façon dont je voulais que tout le monde se souvienne d'elle. Les clients ont coulé, de vieux voisins, des étudiants curieux des familles de collège voisines à la recherche d'une retraite confortable du samedi. Le pêcher de papier frais et de café brassage enroulé dans la pièce comme une étreinte. Rire, vraiment des rires chaleureux, remplit l'air, pas le genre fragile et performatif que j'avais fait l'habitude lors des rassemblements de famille. J'ai passé mes après-midi là-bas, aidant parfois derrière le comptoir, parfois juste à lire près de la fenêtre avec une tasse de café noir réchauffant mes mains. Michael a prospéré. Il avait un talent pour se souvenir des noms des gens, pour avoir recommandé exactement le bon livre, pour que même l'étranger le plus étrange se sente le bienvenu. Rachel a rappelé une fois après la nouvelle de la boutique. Une autre messagerie vocale, plus longtemps, cessait cette fois avec quelque chose qui ressemblait presque à un regret. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Certains ponts autrefois brûlés ne valaient pas la peine de reconstruire sans effort des deux côtés. Je n'ai pas entendu de Derek et Serena. Encore une fois, une partie de moi a pleuré la perte. Pourtant, peu importe votre âge, il y a un morceau de vous qui me fait mal pour la famille que vous pensiez avoir. Mais je construisais quelque chose de mieux maintenant, pas la version brillante et creuse de la famille fondée sur l'obligation et l'attente. Quelque chose de réel, quelque chose gagné. Les amitiés ont également commencé à fleurir dans les coins les plus calmes de ma vie. Le propriétaire de la boutique de fleurs d'Axe en Grave-Côté, une veuve nommée Evelyne, avec un esprit vif et un cœur doux, s'est mis à passer avec des bouquets restants. À la fin de la journée, nous avons frappé des conversations lentes et minutieuses sur le trading du café, des histoires sur les pertes et les deuxièmes chances. J'ai même dépoussiéré mes anciens pinceaux, en installant un petit studio dans la salle de rechange de ma maison. J'avais oublié la paix qui est venue avec la création de quelque chose simplement pour la joie, la façon dont les couleurs sur une toile pouvaient dire des choses que les mots ne pouvaient pas vraiment atteindre. Chaque soir, quand j'ai enfermé des livres de brume et des ecchymoses, quand je rentrais chez moi sous une canopée d'étoiles commençant à percer le ciel de velours, j'ai porté avec moi un sentiment de contentement silencieux et permanent. La famille Margaret et moi avions rêvé ne regardait pas ce que je l'imaginais autrefois. C'était plus petit, plus simple, mais c'était vrai. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne survivais pas. Je vivais, vraiment. Un an plus tard, je me tenais à l'intérieur de Books et Bruce, le carillon familier de la sonnette qui sonne doucement derrière moi alors que le soleil du matin baignait la petite boutique en or chaud. Le parfum du café frais et le léger musc de nouveaux livres ont rempli l'air, enroulant autour de moi comme un châle réconfortant familier. Les clients ont grillé de rire doucement sur des tasses à café, parcourant des étagères bordées de titres Margaret aurait adoré, les classiques, la poésie, les voyages, les journaux,
les livres de cuisine. Je me suis déplacée lentement dans la boutique, laissant mes doigts se brosser sur les épines des livres. En passant, ressentant le bourdonnement calme de la vie ici. Michael était derrière le comptoir en discutant avec animation avec un couple plus âgé sur un nouveau roman qu'il venait de pénétrer, ses yeux se sont allumés comme ils l'ont toujours fait quand il a parlé de livres, de possibilités. Le regardant, je ressentais une houle de quelque chose de si plein, si puissant, il a presque fait tomber le souffle de mes poumons, fierté, espoir, joie. Les vraies choses gagnent des choses. À l'arrière de la boutique, près du coin de lecture enrichi par le soleil, un petit rassemblement formait sa famille, le genre Margaret aurait reconnu instantanément, non lié par le sang mais par la loyauté, la gentillesse et une véritable affection. Evelyn de The Flower Shop était là arrangeant un bouquet frais dans un pot maçonne. Un groupe d'amis de Michael, Yum et Bromided, a ri de quelque chose, a fait défiler une serviette. Quelques professeurs locaux ont siroté des lattes et subirent des histoires sur leurs élèves, puis il y avait Maggie, ma grandeur fille Gretchen. Rachel avait accouché 6 mois plus tôt, et bien que notre relation soit encore tendue, l'arrivée de Maggie avait déplacé quelque chose. Elle était innocence, intacte par le passé, un nouveau départ, enveloppée dans des couvertures roses douces et de grands yeux se demandant. Rachel l'avait nommée Margaret Maggie pour faire court, et même si je n'avais pas demandé pourquoi je n'en avais pas besoin, certaines choses n'ont pas besoin d'explication. Aujourd'hui, c'était la première fois que Maggie visiterait la boutique. Michael avait organisé un petit rassemblement silencieux. Rien flashy, rien d'écrasant, juste une célébration de la vie continue, têtue et belle. Malgré tout, je me suis placée dans le grand fauteuil près de l'arrière, celui qui a fait face à la fenêtre, où la lumière du matin a toujours tiré comme de l'or fondu. Je ne m'étais pas assis là depuis des mois, le sauvant un instant. Cela semblait bien. Aujourd'hui, ça l'a fait. J'ai penché mes articulations en arrière, protestant un peu et j'ai regardé Michael arriver autour du comptoir en portant Maggie soigneusement dans ses bras. Elle était minuscule, ses mains coulaient dans de petites points contre le rose douce de son pull, son visage se jetant en un bâillement endormi. Michael s'approcha lentement, un large sourire sur son visage. « Elle est prête pour sa première heure du conte, grand-père, a-t-il dit. » J'ai gloussé bas dans ma poitrine, se sentant fondre dans cet instant. Elle était si petite, si stimulante. Chuchotage doux de son souffle contre mon poignet. Juste les deux de nous, un pont entre le passé et l'avenir, entre ce qui avait été perdu et ce qui avait été trouvé. L'héritage de Margaret n'était pas dans l'argent que nous avions économisé ou dans la maison que nous avions construite, ou même dans le nom de famille qui portait maintenant un poids si compliqué. C'était ici, dans cette petite vie parfaite, dans le fils qui avait choisi la loyauté plutôt que la commodité, dans la librairie qui sentait l'espoir et le vieux papier, dans les amitiés silencieuses qui s'étaient épanouies dans un sol improbable. Margaret avait toujours cru que l'amour était un choix, pas une garantie, que le respect devait être gagné, non exigé, que la famille n'était pas une question de sang. Il s'agissait des gens qui se sont présentés lorsque les tempêtes sont venues. J'ai pressé un doux baiser sur le front de Maggie, respirant sa nouveauté, son potentiel illimité. « Tu vas être quelque chose de spécial, murmurai-je contre sa peau. Et vous saurez toujours d'où vous venez, de qui vous êtes venu. » J'ai alors pensé à Margaret, pas à la mémoire décollée d'elle, mais à la femme vive et riante qu'elle avait été. Je pouvais presque entendre sa voix, taquin et chaleureux. « Vous voyez, je vous ai dit que l'avenir serait meilleur que vous ne l'imaginiez. » Des larmes piqûres ont piqué au coin de mes yeux, mais je les ai clignées par des yeux, souriant à la place. Michael s'agenouilla à côté de moi, une main reposant légèrement sur le bras de la chaise. « Ça va, grand-père » demanda-t-il, cherchant mon visage. J'ai hoché la tête. Les mots attrapaient quelque part au fond de ma poitrine. Je ne pouvais pas parler un instant. Je n'en avais pas besoin. Nous nous sommes assis là ensemble, Michael, Maggie et moi, alors que le soleil montait plus haut et que le rire d'étrangers et d'amis remplissait la boutique d'un rythme stable et rassurant. Il y aurait des défis à venir. Bien sûr, la vie n'était pas soignée, ce n'était pas juste, mais c'était beau, obstinément et merveilleusement beau d'une manière que j'avais presque oubliée. Je n'avais plus peur du futur. Margaret m'avait donné tout ce dont j'avais besoin pour y faire face, pas la richesse, pas la sécurité, mais la force, la dignité et un cœur encore capable d'aimer après avoir été brisé.
L'avenir n'était pas ce à quoi je m'attendais lorsque j'ai ramassé cette étiquette de non cruel il y a tous ces mois. C'était mieux, il a été gagné et ça commençait à peine.